fonction systolique, une IM qui était importante, absence de fibrose myocardique, une fraction d'éjection à 48%. Une fraction d'éjection du VD à l'époque était à 50%. Voilà, donc après plusieurs staffs, on avait opté de l'opérer, de faire un remplacement valvulaire mitral par bioprothèse. Qu'est-ce que vous voulez? Et donc elle a été faite par chirurgie mini-invasive et en post-opératoire, elle a fait de l'insuffisance cardiaque avec une pleurésie bilatérale. Elle a gardé ses dysfonctions du ventricule gauche. Voilà, cette dame, elle est actuellement un peu mieux sur le plan fonctionnel, mais elle garde quand même une dyspnée stade 2, on va dire. Et elle a réduit un petit peu son activité professionnelle à cause de la maladie, je pense, en partie. Elle est sous traitement maximum pour son insuffisance cardiaque et pour sa dysfonction du ventricule gauche. Elle est sous Uperio, c'est l'Entresto chez vous. Elle est sous l'Azilix encore, elle est sous Aldactone, elle est sous Digoxine, elle est sous Corallon aussi, c'est de l'ivabradine. Et voilà, donc elle est pas mal sur le plan fonctionnel. Mais on va regarder avec Rit un petit peu son statut échocardiographique et on pourra discuter par la suite. Vous pouvez vous tourner sur le côté en regardant. Non, il y a juste Est-ce que vous avez des questions à poser concernant cette histoire? L'âge, c'est 40, tu as dit 41 ans? Comme si vous dormiez sur 40 ans, oui. 40 ans. Elle a 40 ans, là. Oui. Et elle a été opérée en 2018, hein? Elle a été opérée en elle a été opérée en. Elle a été opérée pour son remplacement en 2019. 19. Ouais, le D'accord. remplacement valvulaire mitral par bioprothèse. Pardon? Je crois que c'était à sa volonté. Je crois qu'on avait respecté la volonté de la patiente, si je me rappelle bien. Mais je vais lui demander. Oui, je crois qu'on avait fait le tour de tout. Hein. On a fait faire le tour de tout. Elle a été staffée, on s'est réunis. Donc, voilà. Donc c'était 2 ans après sa maladie du Hodgkin, hein, qui a été traitée en 2017. Voilà, elle avait un Hodgkin. Non, le Hodgkin, c'était en 2001. Ah. Oui, en 2001. Donc maladie de Hodgkin en 2001. Donc, oui. Et le sein en 2016. Ah, c'est le sein en 2016. Oui, d'accord. donc elle a 2 néos. Mais sein droit. Sein droit, absolument. Elle a eu 2 néoplasies et 2 cures d'anthracycline cumulées. Okay. Voilà, à toi la main, Rit. Oui. Alors, effectivement, il y a beaucoup de choses. Il y a la cardiopathie valvulaire, il y a la cardiopathie... Non, attends, micro. Vous m'entendez là ou pas, Marcin? Alors, Rit, juste, il y a un décalage entre le gain sur ton écran et le gain sur l'écran de la salle. Donc, si tu peux, à chaque fois, majorer un petit peu le gain, ça sera un petit peu mieux. Ouais, là, c'est bien. Là, c'est bien. Ok. Donc là en parasternal on voit les feuillets de la bioprothèse qui s'ouvrent bien, ils ont l'air assez fins. On voit que la commissure, la cusp en position antérieure est discrètement remaniée. Il y a un jeu valvulaire qui est respecté. La patiente est tachycarde, probablement par le contexte. Est-ce que tu peux parler un peu plus fort? Oui. Merci. Alors la bioprothèse, je viens de lui demander, c'était à sa volonté. Hein, et il ne voulait pas prendre de syndrome. Alors elle se plaint essentiellement d'une dyspnée NYHA2, c'est ça, hein? Oui. Okay. Oui. Sous un traitement quasiment maximal. Elle a des bêta-bloquants, Saïd? Non, elle est asthmatique. Un vrai asthme. Elle est asthmatique, donc j'étais obligé de la mettre sous Corallon. Donc on va mesurer, on va regarder, on a vu en parasternal l'état des feuillets qui semblait plutôt correct. Alors la patiente est à 135, donc on va probablement avoir une élévation des gradients à travers la bioprothèse. Je ne sais pas pourquoi, mais on t'entend très mal, Rit. Vous m'entendez ou pas? C'est mieux là?
Si Mohamed, est-ce que tu peux ajuster le micro-cravate s'il te plaît? Est-ce que c'est mieux là? Et tu augmentes le volume s'il te plaît. Et puis, Est-ce que c'est mieux là? ah Ouais, oui, là c'est mieux, mais quand il met en D'accord. face, c'est mieux. Et malheureusement, il est obligé de tenir le micro devant moi. Ouais, ok. Donc on a vu en parasternal que les feuillets de la bioprothèse avaient l'air fins et s'ouvraient. On va regarder, on va essayer de mieux étudier cette bioprothèse mitrale. Alors là, on va probablement s'attendre à avoir des gradients un peu élevés, étant donné qu'elle a une fréquence cardiaque à 116. On va tirer dans la mitrale. Alors le rythme est plutôt régulier, donc on va avoir des gradients qui seront plutôt reproductibles. Il y a une chose qui est pas mal chez les patients en FA, que j'aime bien faire, c'est pour les moyennés, au lieu de prendre plusieurs choses, effectivement on peut faire VM tresse et après ajuster la sensibilité en fait pour éviter de prendre 5-6 cycles. Et donc là on voit que le gradient moyen ajusté sur 1, 2, 3, 4, 5, 6 cycles est à 8. Hop, et on regarde et dans la feuille de travail en fait il nous dit que le gradient moyen est à 8 avec une fréquence cardiaque à 140. On va pouvoir regarder aussi la PHT. Bon, la PHT va être forcément un peu plutôt correcte. Donc une PHT pour une bioprothèse en position mitrale ou une mécanique d'ailleurs, on commence à suspecter une obstruction au-delà de 120 millisecondes. Donc là, on est rassuré sur la. On est plutôt rassuré sur la bioprothèse. Voilà. On voit, on va zoomer ici et on voit que le jeu valvulaire est plutôt conservé. Les cuspes sont fines. Donc en tout cas, elle ne paraît pas sténosante. Alors comme ça, on ne voit pas d'IM, on voit pas de... On balaye toujours la mitrale comme ça. On va la regarder en 2 cavités aussi, parce qu'on peut se faire avoir sur des IM qui sont un peu excentrés. Donc il faut toujours bien regarder en 2 cavités pour voir s'il n'y a pas des IM qui partent des commissures. Voilà, on ne voit pas d'IM significative en tout cas. On voit que le septum a un ressaut, et étant donné qu'elle a une radiothérapie. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir s'il y a de l'interdépendance VD-VG. Donc en diastole, le septum va bomber vers le VG et à l'inspiration. Donc on va demander à la dame, est-ce que vous voulez respirer? Encore. Super. Alors c'est vrai que les cinétiques septales post-opératoires, c'est toujours compliqué parce qu'il y a aussi le septum post-CEC qui interfère avec cette interprétation. Effectivement, il y a l'antécédent de radiothérapie, puis il faut toujours regarder l'électrocardiogramme qui peut aussi expliquer un mouvement septal un peu anormal. Et en fait, là, on peut voir qu'effectivement, on retrouve en fait ce septum paradoxal donc, dans la péricardite chronique constrictive. Donc la dame a eu une radiothérapie, elle a déjà été opérée. Donc il faut faire attention à cette entité. Lui demander déjà s'il a des décompensations cardiaques, si elle a déjà fait des décompensations cardiaques après dominance droite. Ça a l'air d'être plutôt de la dyspnée. Donc là, on va se mettre, effectivement, on va regarder en diastole. À l'inspiration, on a un mouvement en fait du septum qui bombe vers le ventricule gauche. Mais à l'expiration, quand on regarde ici, c'est bon, respire normalement. Et on voit qu'à l'expiration, hop, ici, on a aussi ce septum-là. Donc c'est probablement un septum plutôt, effectivement, qui est secondaire à la dyskinésie post-opératoire, plutôt qu'une interdépendance VD-VG. Alors quand tu dis interdépendance VGVD,
tu penses à une augmentation des pressions à droite éventuelle? Exactement. En fait, quand on lit le dernier papier de la Mayo, donc l'interdépendance VD-VG, c'est un des très bons signes échographiques pour la péricardite chronique constrictive. Et en fait, ce qu'il faut faire, c'est les coupes pour avoir ça, c'est toujours mettre le flux respiratoire et le CG. Et regardez, en fait, en inspiration, donc en fait, on va augmenter le volume ventriculaire droit et le septum va bomber dans le ventricule gauche. Et à l'expiration, le septum va bomber dans le ventricule droit. Toujours en diastole. Et Pierre, quand on a une bioprothèse comme ça, vous privilégiez un petit peu PHT du flux mitral ou plutôt le gradient ou les deux? Alors les deux et beaucoup la PHT parce qu'effectivement ça peut nous sortir de situations où le gradient peut être augmenté à cause de la fréquence cardiaque élevée ou éventuellement d'une anémie, d'une fistule, d'une hyperthyroïdie éventuelle. Ouais. Et donc dans ces cas-là, la PHT nous permet de nous extraire de ces facteurs confondants. Là aussi où ça peut être utile, c'est dans les fuites paraprothétiques où on va avoir une augmentation du gradient transprothétique. Mais la PHT sera toujours courte parce s'il n'y a pas d'éléments obstructifs sur la prothèse. On va la calculer, je vais reprendre la Alors Reed va nous calculer la surface fonctionnelle, mais c'est aussi c'est toujours une aventure hein, parce que c'est lié à des potentielles erreurs hein, au niveau de l'anneau aortique. Alors, tu as trouvé combien? 2. On va arrondir à 2, donc ça va faire 3,14 fois l'ITV sous-aortique. Donc là, il faut obtenir un beau flux laminaire, comme ça, c'est très bien. Eric va faire l'automatique, peut-être. Non, tu n'as pas opté pour l'automatique. Cette fois-ci manuel. D'accord. Et la surface de la valve mitrale est à environ 2 cm². Alors là, on a plusieurs chiffres. 2 cm². cm². Est-ce que tu peux reprendre doucement, s'il te plaît, Rit, comment tu as fait pour avoir une surface fonctionnelle de cette bioprothèse, s'il te plaît, pour la salle? En fait, c'est la loi de la préservation du débit. Donc en fait, le débit sera le même en fait à travers la valve aortique et à travers la bioprothèse mitrale. Donc en fait, ce qu'on a fait, c'est on a regardé la chambre de chasse aortique en fait. On va le refaire. Donc tu avais 2. Donc on a pris le diamètre qui était à 20 mm. Exactement. Et donc on a fait la formule pi au carré sur 4, c'est ça? Exactement. Fois l'ITV. Fois l'ITV. L'ITV, elle était de 23. 23. Donc 3,14 fois 23. Donc ça fait à peu près un peu plus de 70. Et divisé par l'ITV mitral que tu as eu au début en continu. En continu, exactement. Et qui était à combien quand on revoit ton moyen âge? 35. 35. Voilà. Donc 70 divisé par 35, effectivement, ça fait 2. Ça fait 2 cm² de surface fonctionnelle. De surface fonctionnelle effective. Il faut toujours penser que c'est des surfaces fonctionnelles et pas des surfaces anatomiques. Il faut toujours penser qu'en Doppler, on mesure des vélocités et on en déduit des surfaces effectives. D'ailleurs, les Américains ils disent effective area. Parce que éventuellement, la surface anatomique sur une prothèse, surtout, elle peut être à 2,5 cm², mais du fait de la géométrie de la prothèse et des cuspes, vous avez une convergence des globules rouges un peu en deçà, au-delà de la prothèse. Ils continuent de converger, et en fait, c'est ça ce qu'on va mesurer, nous. C'est cette zone de convergence, cette vena contracta, qui se trouve parfois un peu et régulièrement un peu au-delà des montants de la bioprothèse.
Donc visiblement, cette prothèse, elle fonctionne bien. Oui. Alors là, on a plusieurs critères qui concordent sur ce qui sont rassurants sur la bioprothèse mitrale. On a un gradient moyen qui est à 8, qui est peut-être un peu élevé, mais la fréquence cardiaque est à 111, la PHT est inférieure à 130 et la surface est à 2 cm². Donc on est rassuré sur la bioprothèse mitrale. Alors ce que vous pouvez faire, et ce on a fait avec Rit, chez certaines patientes, quand vous êtes un peu inquiet sur le gradient transprothétique, vous faites un petit massage sino-carotidien pour ralentir transitoirement la fréquence. Et puis vous voyez que le gradient transprothétique, il s'effondre, il se divise par deux. Je vais le faire pendant que tu enregistres. Peut-être si ça fonctionne. Excusez-moi. Je vais appuyer un petit peu ici. Ça va pas faire mal. Tu vas donc voilà, tire en Doppler continu. Alors je vais faire de l'autre côté. Je vais faire de l'autre côté pour voir si j'arrive à influencer. Mais non, elle a une fibrillation atriale qui est... Une tachycardie la atriale. cadence ventriculaire a du mal à être réduite. Sinon, tu vas nous analyser la valve tricuspide. On va regarder la valve tricuspide parce qu'il y a une fuite. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on baisse la ligne de base donc dans la direction de la fuite. Et on va regarder le rayon de Pisa. On en a vu passer un. J'ai l'impression qu'on va partir sur une instance tricuspide qui est modérée, qui est pas sévère. Je pense, ouais. On va juste, hop. Alors ce que je fais, parfois on peut être gêné. Bon, là les feuillets sont plutôt sains. Ce qu'on peut faire, c'est baisser la priorité de tissu aussi parfois pour voir mieux la fuite et mieux voir le Doppler couleur. Là effectivement, si la valve cache un peu la couleur, ce qu'on peut faire, c'est baisser la priorité tissu. Et là, on voit un peu mieux les différentes composantes en fait. Tu baisses quoi, s'il te plaît? Alors c'est la priorité tissu. La priorité. Exactement. La priorité tissu. Quand vous êtes sur votre l'échographe, bon là c'est GI, vous sweepez en fait sur l'écran et en fait il y a un onglet qui s'appelle priorité tissu. Et ça c'est pas mal pour notamment les insuffisances aortiques où il y a des calcifications qui vont gêner en fait l'analyse en fait du Doppler et vous voyez que on peut être complètement caché en baissant la priorité tissu. En fait on fait découvrir en fait là vous avez les trois composantes de la fuite. Vous avez le rayon de Pisa, la zone de convergence et le flux régurgitant. Là, on n'est pas du tout inquiet parce qu'on a 5 de rayons de Pisa et un flux qui n'est pas très étendu. On avait tiré tout à l'heure, on va retirer dedans. Donc on a le flux tricuspide, on fait la Pisa de l'IT. Donc c'est une unité qui est tout à fait modérée. Donc 20 mm². La surface de l'orifice régurgitant systématiquement ou plutôt que la vena contracta, c'est ça? Le diamètre non, oui. du G. Oui. Si tu es rassuré avec une petite vena contracta, mais enfin, il vaut mieux avoir 2 paramètres, je pense. Non, elle parle du diamètre de l'anneau tricuspide. Non? Ah oui. Ah oui. Non, j'avoue qu'on
On va jusqu'au bout, nous. Alors je trouve que les feuillets tricuspides sont un petit peu épaissis, un petit peu restrictifs. Il y a eu peut-être un petit peu de rayons. Aussi de rayons qui sont passés. L'anneau tricuspide, ce d'autant plus qu'elle est probablement en tachycardie atriale et qu'il y a probablement une maladie des oreillettes sous-jacentes. Donc 37 chez une dame qui a un petit gabarit, elle a probablement un anneau tricuspide qui est dilaté. Hein. Et on voit que ici la fuite est centrale. Il y a probablement, je ne sais pas si vous voyez, une restriction du feuillet septal. Tout à fait, ouais. Il y a une restriction du feuillet septal et ça explique en fait la direction du jet. Vous voyez, en fait, donc restriction du feuillet septal, donc le jet va vers la restriction. Absolument, il va derrière la valve septale, il s'oriente vers le septum interauriculaire, absolument. Donc au total, pour le moment, on a une bioprothèse mitrale qui marche bien. On n'a pas d'argument pour une constriction péricardique. L'IT est modéré et absence d'HTAP parce qu'on avait une PAPS qui était à 34 sur le fluidité avec une POD qui est à... Et le ventricule gauche éjecte 70 ml à chaque systole sur un ventricule donc qui n'est pas dilaté. Et donc on peut dire que la fraction d'éjection est préservée. Elle est équilibrée. Alors elle prend des bronchodilatateurs pour l'asthme parce que moi il y a beaucoup de patients asthmatiques, dits asthmatiques, où je tente quand même des petites doses de carvedilol. 3,125, puis je vois ce qui se passe, et puis j'augmente tout doucement. Et parfois ça peut permettre de ralentir, parce que... Elle est sous sérétide? Pas tout le temps. Pas tout le temps? Pas tout le temps, non. D'accord. Parfois c'est... Alors si c'est un asthme depuis l'enfance, elle te dit? C'est un asthme depuis... Parce qu'en fait... Non, c'est pas Depuis 4-5 ans. Depuis 4-5 ans? Oui. Ah oui. Donc peut-être ça vaut le coup de tenter des petites doses de bêta-bloquants, puis on voit ce qui se passe sur la fonction respiratoire. Okay. Parce qu'en fait, là, le procoralan, il n'est plus efficace puisqu'elle est... Elle est encore rapide. Elle échappe en fait. Hein. Elle échappe un peu au procoralan. Là, elle est insensible. Bah, elle l'est déjà et c'est pas efficace. L'asthme depuis l'enfance, là ça fait 4-5 ans. Et donc c'est... Moi il y a des patients qui sont étiquetés asthmatiques, ou même le nébivolol qui est très cardiosélectif. Parfois le 1,25 suffit et c'est bien toléré. Oui, en pratique, il faut regarder sur les EFR s'il y a une vraie obstruction et qui est réversible sur les bêta-2, mais généralement les pneumologues nous donnent l'aval, sauf pour les asthmes très sévères qui sont sous bithérapie. Mais effectivement, chez elle, sur sa tachycardie supraventriculaire, il serait intéressant de discuter les bêta-bloquants. Rite, qu'est-ce que tu penses de cette veine cave inférieure? Mettez-vous à plat d'eau. Que tu as montré tout à l'heure. Respirez. On va regarder le cutoff pour la veine cave supérieure, la veine cave inférieure. Hop, 20, discrètement dilatée. On a l'impression qu'elle n'est pas très compliante, ouais. Non? Fais-lui faire un sniff. Respirez. Elle sniff là. Oh, ça a l'air... Elle se complie un peu quand même. Hein. Ça a l'air de respirer. Ouais. Donc on est rassuré sur la POD. Tout au plus 8 de POD là, avec peut-être sur la taille. Elle a l'air d'être un peu collapsible. Hein. Ouais. Là on a 17.
17-21 étant le cut-off pour la dilatation de la veine Tu cave. estimes la POD ici à combien? 10? 15? Là, je l'estimerai à 8. À 10? À 8. À 8, d'accord. Alors c'est vrai que le flux des veines sus-hépatiques à 110 par minute, c'est un peu compliqué à interpréter en général. On peut toujours essayer, hein, mais... Tu peux essayer. Là, on va étudier le flux des veines sus-hépatiques. Dans quel but? C'est pour l'évaluation de l'IT ou bien? Alors ça sert aux deux, ça sert à la fois à la sévérité de l'insens tricuspide, mais aussi à la volémie. Et donc on va pouvoir essayer de faire une estimation de la volémie. Alors peut-être tu as une double porte encore, Rit. Diminue un peu ton échelle de vitesse, voilà. Attends. Parce que je vois une double porte, non? Rouge. Elle est désactivée. Faut toujours se méfier de... Faut adapter son échelle de vitesse. Voilà. Là, on a... J'ai l'impression qu'en systole, il n'y a pas grand-chose. Il y a surtout une onde D prédominante. Et il y a une onde A réverse. Enfin, qui... Montre avec le pointeur, s'il te plaît, comme ça les gens ils arrivent à suivre. Voilà. Donc là, vous avez une grande onde D, hein, prédominante, et une grande onde A, donc qui est contemporain. Parce qu'elle elle est toujours en rythme sinusal, hein, j'imagine. Oui, oui. Mais tachycarde. Oui. Et donc là, il y a... Ah, comment ça se fait que ça s'est inactivé? Mon pointeur, il s'inactive régulièrement. Ah. C'est vrai que c'est... Enfin, moi, je trouve que c'est un... Enfin, l'échographie, c'est toujours compliqué. C'est... Enfin, chaque patient est différent. Mais néanmoins, on a l'impression que là, sur ton flux, qu'il y a une élévation de la POD. Parce que l'onde S a un peu disparu, une abrasion de l'onde S, voire une inversion de temps en temps. Alors ça peut être... Mais l'insens tricuspide n'explique pas. Par contre, il y a une onde D prédominante. Et ça fait PVC un peu élevé. Alors peut-être la tachycardie gêne un peu le remplissage. Et on a aussi des pressions pulmonaires qui sont un petit peu élevées, non? Et alors, ton gradient d'IT, tu avais combien? La Vmax, ça ferait 27 plus PVC, un petit peu élevé. Ouais. Si on dit que c'est 15, c'est... Mais... Moi, je me méfie. Hein. Personnellement, il y a des patients où j'ai dit plus 20. Il y avait un reflux dans les veines sus-hépatiques. Il y avait une grosse veine cave. La patiente, elle est revenue du cathétérisme droit. Et le cathétériseur avait trouvé 6 de POD. Et c'est le cathétériseur qui a raison, toujours. Pour la mesure des pressions, nous, on mesure des diamètres. On ne connaît pas la compliance de la paroi veineuse, son élasticité. Donc et à partir de vitesse, on veut estimer des pressions. Mais parfois, on est un peu prétentieux. Donc, c'est pas sûr qu'elle ait besoin qu'on diminue sa POD en majorant un traitement diurétique éventuel. Je crois pas. Par contre, si le pneumologue l'autorise, moi j'essaierai une petite dose de bêta-bloquant. Ça serait bien de la ralentir un peu. Ouais. À la place du procoralant, ouais. qui est pas toujours efficace en fait, hein, et qui a une efficacité relative. Rit, comment il est ce ventricule gauche?
Tu as évalué la fonction? On peut faire un biplan. Alors, à 112 par minute, on a visuellement une FEVG qui est à 45%. On va faire un biplan. Là, on a un beau VG, là. Ouais, on a un bon VG. Hein. L'image, mais la fonction, on aimerait bien la voir. Donc même après le repas, soyez carnivore hein, pour les volumes. Parce que vous voyez déjà, le ventricule, il éjecte 70 ml selon nos données Doppler. Et donc, il faut réussir à trouver un ventricule qui fait plus de 70 ml en diastole. C'est la difficulté de l'échographie. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer cette notion que tu viens de dire? Il éjecte 70, il faut qu'il reçoive l'équivalent. Il faut qu'il y ait au moins... Au moins. Si vous avez un ventricule qui éjecte, disons, 50%, ou le volume éjecté est de 70 ml, donc la règle de 3 voudrait que vous ayez un ventricule qui fasse 140 ml. Voilà. C'est un peu la validité interne de votre compte-rendu, mais c'est pas facile. Hein, c'est vrai que là, quand on voit sur le Doppler, donc ce qui est estimé en volume antérograde, donc c'est 69 par la méthode du Doppler, et quand on regarde par les méthodes des volumes, oui. Ce qui est éjecté, c'est 41. Donc c'est vrai qu'il y a un delta. C'est la difficulté de l'écho. Par contre, parfois, si tu fais un diamètre T diastolique en T-Schultz, parfois on retrouve ces petits. Parce que rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. En échographie au moins. Hein. Ou en 2D, tu fais en 2D. On va faire en 2D. Parce que c'est... Tu fais juste un diamètre diastolique. C'est peut-être même un peu en dessous, je pense. Voilà. On a 90 ml. Déjà, on a plus en 2D. Bon, c'est un VG qui n'est pas dilaté. Non, pas du tout dilaté. Et c'est vrai qu'on aimerait un peu ralentir pour le qui fonctionne un peu en économie, quoi. C'est vrai que peut-être aussi il y a le stress d'être examiné devant une assemblée. Ça aussi, ça accélère la fréquence cardiaque. Elle est peut-être. Voilà. Et on voit qu'en T-Shots, on est plutôt cohérent sur le volume éjecté. On avait 90 moins 43, ça fait à peu près ce qu'on avait finalement en Simpson. En Simpson, en fait. Mais c'est notre Doppler qui est un peu discordant. C'est notre Doppler qui finalement est discordant par rapport au volume calculé par le TM et par le biplan. Bon, c'est les petites choses quand même qu'il faut vérifier hein, dans votre compte rendu d'échographie. Notamment quand vous évaluez une insuffisance mitrale, c'est de retrouver ces petits, hein, ce qui le ventricule éjecte dans la aorte, ce qu'il éjecte dans l'oreillette gauche, avant de parler de fuite mitrale disproportionnée ou proportionnée. Voilà, en tout cas, on est rassuré sur le fonctionnement de la prothèse. Ouais, tout à fait. Là, on voit bien les feuillets, et les feuillets sont souples, il n'y a pas de panus, il n'y a pas de thrombus. Et sur le ventricule gauche, quelle est votre impression? Il y a une fuite. Que la fraction d'éjection est préservée, mais que la tachycardie, un peu, elle galope au repos, quoi. Hein. Et est-ce qu'on peut avoir une idée sur les pressions de remplissage ici? Ah non, malheureusement, c'est la clinique. Là, ne vous lancez pas dans des rapports E sur E' ou même en déduire une POG. Par exemple, on pourrait se dire, j'ai un gradient OG-VG moyen qui est de 8 mm de mercure, on a vu sur le Doppler. Oui, 8. Mais n'en déduisez pas une POG à partir de ça. Hein. On estime des vitesses essentiellement
Bon, on met ça au carré pour estimer en millimètres de mercure, mais dites-vous toujours que ce sont des vitesses, hein, et que les vitesses peuvent être disproportionnées par rapport à une chute de pression. Hein. Oui. Même en rythme aussi. Elle est en rythme sinusal. Mais elle est tachycarde en fait. Mais même ralentie, ne vous lancez pas dans une étude de la diastole. Elle a une prothèse. Oui, est-ce qu'on ne peut pas calculer l'onde A pulmonaire et en déduire que les pressions sont élevées si par exemple on trouve une durée d'onde A qui est assez large? Bah, tu ne pourras pas la comparer à l'onde A transprothétique. En tout cas, ce n'est pas validé dans la littérature. Personne ne l'a fait. Non, c'est essentiellement la clinique, éventuellement un biomarqueur comme le NT-proBNP, voilà un suivi. Mais l'évaluation des pressions de remplissage, là, c'est la clinique, voilà. Rite, il y a encore quelque chose? C'est bon? Pour moi, c'est bon. Merci beaucoup. Alors, donc si on résume, hein, si on résume, fraction d'éjection préservée avec septum post-CEC, hein, Rite. à lumière s'il vous plaît. Un sens tricuspide de grade 2, éventuellement post-radique avec une composante organique un peu restrictive. Et une bioprothèse qui fonctionne bien, ça on l'a dit. Et peut-être discuter le switch procoralant bêta-bloquant. Alors ça peut être du Nebivolol à 1,25 et voir ce qui se passe. Ou alors des petites doses de carvedilol, mais peut-être le Nebivolol c'est la meilleure option, parce que c'est vraiment le plus cardiosélectif. Hein. Et la tachycardie, pour l'instant, elle est sinusale.